Merci beaucoup. En tout cas, merci de cette présentation, de cette introduction. Merci également à toute l'équipe de RIEDA de cette invitation et de cette organisation. Donc, comme indiqué par Madame lors de cette introduction, le but ici était de vous présenter la gestion de la résilience stratégique de l'entreprise. Le terme résilience, donc, qui est le centre aujourd'hui de toute cette présentation et de cette discussion et de ce salon, est initialement un concept d'origine physique, transféré en sciences sociales, puisque initialement la résilience était vraiment un sujet scientifique des sciences dures qui a permis d'évaluer la résistance et la résilience des matériaux. Et elle a été donc reprise par les sciences sociales, et notamment en psychologie et en économie. Ce terme de résilience, qui vient du latin resilio, qui veut dire rebondir, est fondamental aujourd'hui dans une société de plus en plus, je dirais, sujette à des crises multiples et à un environnement donc extrêmement volatile. Le psychiatre Boris Cyrulnik indiquait la résilience comme étant une capacité de l'individu à surmonter les épreuves après un traumatisme. Eh bien, ce que nous allons voir dans cette présentation qui va nous rassembler au cours de cette heure, eh bien, de décliner ce concept sur l'environnement de l'entreprise et son écosystème. Donc, pour vous donner une petite carte, je dirais, de ce que nous allons aborder ensemble. La première partie de cette présentation va plutôt s'orienter sur une cartographie des risques telle que on l'entend traditionnellement, donc la gestion, je dirais, active, passive d'abord et active, traditionnelle des risques, d'établir cette liste exhaustive des risques que peut rencontrer l'entreprise, l'évaluation de chacun de ces risques et en termes de conséquences pour l'entreprise et en termes de cardinalité, la définition d'un tableau de bord de ces risques et enfin la réalisation d'une analyse multivariée des risques, puisque souvent, je le développerai tout à l'heure, et malheureusement, les entreprises ont tendance à faire des analyses risque par risque sans pour autant prendre ce que j'appelle ici les effets de cascade qui peuvent être exponentiels, alors qu'une analyse, je dirais, plus séquentielle des risques peut conduire certaines fois à diminuer ou à sous-évaluer les conséquences de ces risques. La deuxième partie de cette présentation va plutôt s'orienter sur la politique de résilience stratégique et comment, à partir de ce qu'on a pu voir et étudier dans la première partie, définir au mieux, au niveau de l'humain et décliner au sein de l'entreprise, une vraie politique de résilience stratégique. Donc ici, mon objectif était, au cours de cette présentation également, à la fois d'aborder des concepts un petit peu théoriques, mais aussi de fournir à l'ensemble des gens qui nous suivent ici et qui retrouveront cette vidéo après sur le net, d'offrir des outils un peu, je dirais, simples d'utilisation. Donc là, on est plutôt sur la définition je dirais, de la liste exhaustive des risques, enfin, tant exhaustive que l'on puisse faire, pour évaluer effectivement tout ce qui peut potentiellement toucher l'entreprise. Donc là, j'ai pris un petit outil de FreeMind, de mind mapping, qui permet en fait, quand vous êtes, vous, entrepreneur, vous, dirigeant ou vous, membre d'un comité exécutif, de dire, OK, nous sommes actuellement dans l'entreprise, nous souhaitons faire une analyse exhaustive de ce qui peut arriver à l'entreprise, donc comment on s'y prend. Donc, typiquement, là, j'ai pris d'un côté, à droite, une branche dite exogène, donc tout ce qui peut arriver dans l'écosystème extérieur de l'entreprise.
Ça peut être, comme je l'ai mentionné ici, des risques géographiques, ce qu'on peut appeler risques pays, des risques géopolitiques, géoéconomiques, des risques économiques et financiers. Bien sûr, une entreprise est confrontée, quelle que soit sa taille, à des risques financiers qui sont liés à des paiements en devises étrangères, à une structuration de dette, à des fluctuations de profil de crédit de ses fournisseurs et de ses clients. Donc, toutes ces données-là doivent être bien entendu analysées et corrélées. On en parlera tout à l'heure, mais effectivement, vous pouvez avoir des sujets un peu en cascade entre finance, économie et géoéconomie, qui, par exemple, une vague de crise peut toucher plus particulièrement une partie d'un continent plutôt qu'un autre. Les risques climatiques sont indiqués ici puisque bien entendu, et très malheureusement, l'entreprise aujourd'hui va devoir faire face à ces risques climatiques de plus en plus importants. Le secteur agricole, par exemple, doit être en mesure de faire face aux risques qui pèsent sur sa production et sur ses marchés, car il est exposé à des risques et à des incertitudes croissantes dans l'environnement que l'on connaît aujourd'hui. J'ai indiqué des risques liés à la value chain. Eh bien, effectivement, toute la chaîne de valeur de l'entreprise, que l'on prenne en amont sur l'ensemble de ses fournisseurs et partenaires, jusqu'à en aval, c'est-à-dire toute la politique de distribution et bien sûr les clients de l'entreprise, doivent également faire l'objet d'une analyse de risque de manière exhaustive également. Puisque typiquement sur la partie fournisseur, vous êtes un entrepreneur, vous êtes une entreprise, quelle que soit sa taille, vous avez un certain nombre de fournisseurs dont vous dépendez, que ce soit ponctuellement ou de manière continue, et qui fournissent des matières premières, de l'énergie, des forces vives, et qui, si vous avez une discontinuité de service ou de fournisseur, en termes de, soit de biens, soit d'humains, peut conduire l'entreprise à cesser l'activité par manque de ces informations, de ces données, de ces hommes et femmes et de ces outils potentiellement aussi. Donc, toute cette chaîne, et notamment, on a beaucoup, par exemple, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, doivent cartographier de manière extrêmement précise la liste de leurs fournisseurs, quels qu'ils soient, pour en évaluer les risques si, par exemple, pour des questions purement économiques ou pour des questions de pression internationale et politique. On a pu voir ça dans le passé, notamment dans des sujets de l'industrie, que ce soit agricole ou militaire. Si vous bloquez ne serait-ce que 1% de l'approvisionnement d'une pièce clé, vous bloquez votre concurrent ou vous bloquez le pays que vous souhaitez pénaliser. Donc, gardez à l'esprit ce type de cartographie, parce que même le 1% manquant, qui peut paraître 1% du risque, est souvent 90% du risque, puisqu'il va vous bloquer en fait l'intégralité de votre chaîne. Donc, pensez en termes de remplacement, quel serait mon plan B si j'avais un fournisseur qui me faisait défaut. J'ai mentionné aussi le secteur énergétique, le secteur sécurité. Bien sûr, les risques de sécurité sont importants, que ce soit la sécurité physique d'une attaque physique extérieure ou les attaques de cybersécurité qui aujourd'hui aussi, et depuis 2020, on a une recrudescence très importante des attaques cyber qui se réalisent sur des entreprises, sur des industries, également sur des institutionnels. On a vu par exemple en France des attaques récemment, ne serait-ce qu'il y a 1 ou 2 semaines, sur des hôpitaux.
On a vu dans d'autres pays des attaques, notamment sur des usines de retraitement du cycle de l'eau, avec comme risque à la clé potentiellement à minima des maladies qui auraient pu être la conséquence d'un mauvais retraitement de l'eau, ou voire pire. Il y a également le risque juridique. Alors ça, c'est également un paramètre qui est actuellement de plus en plus présent. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement, alors je connais plutôt l'environnement français et européen, mais avec une complexification du droit. Et donc, vous, entrepreneur, vous, chef d'entreprise, vous, dirigeant, vous aurez, et dès le premier jour, ne serait-ce que déjà être confronté aux droits des sociétés, vous allez devoir vous prémunir d'un certain nombre de choses qui pourraient impacter votre activité, soit par des sujets d'attaque extérieure, comme là on est en train de le voir, soit par des sujets plus intérieurs. J'ai nommé aussi l'extraterritorialité. Rappelez-vous que notamment les États-Unis sont extrêmement actifs sur ce type de concept juridique qui permet d'atteindre hors des États-Unis une entreprise qui rentre dans le cadre de la loi d'extraterritorialité américaine, notamment si vous payez en US dollars, si vous avez une filiale aux États-Unis, ou si vous avez une donnée qui transite par un serveur qui est situé aux États-Unis. Donc là, en gros, vous avez 99% finalement de l'activité mondiale, enfin peut-être pas 99%, mais énormément de l'activité mondiale qui subit un de ces critères. Et le risque réputationnel, enfin, sur la partie risque exogène, bien entendu, les entreprises sous-évaluent d'ailleurs très malheureusement ce risque réputationnel, et notamment via les réseaux sociaux qui peuvent faire, via des petits groupes de personnes, impacter lourdement une entreprise. Sur la partie risque endogène, donc vraiment lié à l'intérieur de l'entreprise, vous avez les facteurs liés à l'humain. Encore une fois, on est dans un sujet de résilience stratégique de l'entreprise. J'ai mentionné les risques ergonomiques. Vos employés, vous-même, être confrontés à des problématiques de santé potentielle au travail, à votre écosystème de travail. Si vous, employés ou vous, dirigeants, vous ne mettez pas en place une politique active sur notamment les méthodes de travail, les méthodes de comment vous effectuez des mouvements, que ce soit pour des ouvriers ou des cadres, vous allez potentiellement perdre au cours de la route des collaborateurs. Les risques psychosociaux sont importants et explosent depuis 2020, notamment à cause de la crise financière. On a une augmentation de plus de 40% des détresses psychologiques au travail et liées au télétravail, mais pas que. Risque sanitaire, bon, on est tous confrontés aujourd'hui, quel que soit le pays dans le monde, mis à part quelques rares exceptions sur les problématiques de risque sanitaire. Comment être résilient face à une situation telle que nous la rencontrons, et potentiellement aussi risque de radicalisation quel qu'il soit. Vous êtes potentiellement confronté et vous serez potentiellement confronté à des problématiques qui peuvent être soit purement individuelles, soit liées à une attaque extérieure qui manipule potentiellement des collaborateurs. Le dernier pan étant les risques liés à l'organisation. Donc là, ça prend aussi des sujets assez larges sur les systèmes d'information, sur la restructuration de l'entreprise et encore une fois sur la sécurité, que ce soit sécurité physique ou sécurité, je dirais, cyber, liée à l'espionnage et au vol de données ou au vol de propriété intellectuelle. Alors ça, c'est également lié à vos concepts juridiques de protection des données immatérielles de l'entreprise. Pensez-y, parce que quand c'est trop tard, vous ne pourrez pas ou peu agir. Donc voilà, ça c'était un exemple assez exhaustif, mais qui permet effectivement à la fois sur l'outil de pouvoir s'approprier, de brainstormer avec votre équipe et de définir tout ce qui peut potentiellement arriver
dans l'entreprise. Donc, une fois que vous avez réintégré en fait, le mind mapping que j'ai précédemment évoqué, peut-être dans un tableur Excel, vous allez devoir hiérarchiser et évaluer l'intégralité de ces risques. Donc ça, c'est une matrice assez connue qui est souvent utilisée soit en analyse de risque au sens large, soit dans de la gestion de projet, soit dans de la gestion de processus industriels. Elle permet effectivement pour chacun des risques que vous avez listés précédemment de définir une grille probabilité-conséquence qui va permettre de répartir en fait ces risques en fonction de leur gestion et de les limiter à quelques niveaux seulement afin d'offrir une lisibilité soit à votre comité exécutif, soit à vous-même si vous êtes dirigeant. Donc, conséquences du risque, quelles sont potentiellement mes conséquences si un scénario tel qu'il a été défini précédemment se réalisait et quelles sont l'occurrence possible, la probabilité possible de réalisation de ce risque. Alors, c'est parfois très difficile. Par contre, il n'est pas rare aujourd'hui, grâce à Internet, de trouver énormément de papiers universitaires, des papiers d'études de chercheurs qui ont travaillé sur des risques, qui ont évalué des probabilités d'occurrence sur quelques risques que ce soit. Moi, je pars souvent du principe, d'un point de vue personnel et professionnel, que de toute manière, quel que soit mon problème, il a été traité d'une manière partielle ou totale sur Internet. Donc, mon boulot, c'est de trouver sur Internet cette réponse. Donc, c'est plutôt ça le challenge, mais pensez toujours à chercher, pardon, et à trouver en conséquence la réponse à votre problème parce que vous aurez de manière quasi certaine quelqu'un qui a déjà réfléchi à ce type de problème et qui a potentiellement défini ce type de matrice et ce type de risque et ce type d'occurrence. Donc là, par exemple, vous avez une représentation graphique assez sympathique et visuelle qui est facile à décrire et qui est facile à lire pour quelqu'un qui se retrouve face à ce type de représentation. Donc, comme vous le voyez, on a repris un certain nombre de risques qui ont été définis dans le mind mapping. On a réinjecté en fait ces différents risques dans la matrice dont on a parlé tout à l'heure. Alors attention, on a inversé abscisse ordonnée. Donc là, on se retrouve en abscisse sur l'occurrence et en ordonnée sur l'impact. Donc précédemment, on était dans la situation inverse. Mais voilà ce qu'on peut définir et comment on peut l'utiliser. Donc ça, c'est issu d'un baromètre officiel 2020 sur les analyses de risque de la supply chain. Typiquement, vous pouvez observer que les entreprises ont défini en 2020 principalement des risques en haut à droite qui sont sanitaires, cyber, sourcing, économique et planification, on va dire, si on cherche les grandes familles. On a rajouté un petit indicateur de tendance entre l'année précédente et la nouvelle année, ce qui fait qu'en fait, pour un décideur ou pour un investisseur, si vous demandez en tant qu'investisseur à une entreprise que vous souhaitez racheter ou faire croître, de vous fournir ce type de matrice ou ce type de représentation, ça permet effectivement de voir si la personne a fait son travail de carto et a défini de manière exhaustive les risques encourus et quelle est la tendance lourde. Donc, comme vous le voyez quand même, donc sanitaire, financier, économique, ce n'est pas une grosse surprise sur 2020. Le risque réglementaire est en augmentation et il est perçu comme ça par tous les entrepreneurs. Donc, attention à cette problématique de réglementation.
Le réglementaire, il peut être soit utilisé, soit vu d'un point de vue passif comme étant une capacité pour l'entrepreneur de mesurer son risque légal lié à la réglementation existante. Donc, le fait de dire je crée un produit qui répond à la réglementation en vigueur dans mon pays. Par contre, vous avez aussi le pendant actif de la réglementation et du risque réglementaire qui est je suis une entreprise, je veux peser sur le normatif et donc je travaille avec des lobbyistes à l'évaluation et à la modification d'un règlement qui pourrait soit bloquer un compétiteur, soit m'avantager par rapport aux produits que je suis en train de créer et de vendre. Donc ça, c'est un sujet en soi qui est très peu discuté, qui est très peu médiatisé, mais qui est extrêmement réel. Désolé pour l'interruption, monsieur, mais pouvez-vous parler à haute voix puisque le volume est trop bas? D'accord. Ok, Merci. bon, écoutez, je vais parler un tout petit peu plus fort, un tout petit peu plus près. Oui, merci. Excusez-moi. Merci. Voilà. Alors, sur cette cartographie, qui est une cartographie officielle qui a été publiée, hein, il n'y a rien de, il y a absolument rien de secret. Vous avez exactement ce qui a été discuté auparavant dans cette présentation et qui a été fait pour deux opérateurs français qui sont la RATP et Orange. Donc là, vous avez une représentation différente et extrêmement intéressante pour moi parce que à la fois vous avez donc fournisseurs et clients. Donc en fait, quel est le sens de dépendance entre, par exemple, si on prend la RATP, de quoi a besoin la RATP et qu'est-ce que la RATP fournit à l'opérateur suivant. Donc ici, on voit typiquement un système de transport urbain comme celui de la RATP qui est peu dépendant par rapport au nombre de ressources nécessaires pour assurer son service. On voit bien entendu la dépendance électrique avec ERDF et ses prestations de maintenance. Toutefois, bien entendu, comme on peut le penser, il est totalement dépendant de la ressource électrique qui est la plus influente et la plus pénalisante. Donc, en termes d'autonomie, coupure électrique signifie pour la RATP arrêt complet du système. Et donc, c'est un opérateur indispensable avec une autonomie proche de zéro puisque il n'y a pas de stockage possible. À contrario, que quand vous regardez à droite le cas de Orange, Orange dépend de nombreux services, que ce soit pour la téléphonie mobile, fixe, Internet. Et donc, elle a un grand nombre de fournisseurs, tous correspondant à une autonomie nulle, c'est-à-dire que s'il y a cessation d'activité de service, Orange est dans l'incapacité de poursuivre son activité. Donc, je vous encourage, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein, là on parle de grands groupes, mais vous êtes créateur d'entreprise, vous êtes une PME, vous êtes une entreprise de taille intermédiaire, ce type de réflexion avec ce type de cartographie vous permet d'avoir une vision consolidée et relativement simple de vos fournisseurs et des risques potentiels qui pourraient impacter votre entreprise et qui ferait que le retour à la normale, donc ce concept de résilience qu'on va aborder, est très problématique. Alors rapidement, comme je l'ai évoqué lors de l'introduction,
ne pas oublier en fait la relation entre les différents risques que vous avez listés. Souvent, le défaut de la personne qui prend en compte ce type de réalisation néglige ce que j'appellerais l'effet domino et la conséquence en termes d'endommagement fonctionnel. Typiquement, si vous êtes une industrie, je sais pas, je vais prendre un cas complètement théorique, mais vous êtes une industrie qui est tout proche du fleuve de la Loire dans le centre de la France. Vous avez eu, bien entendu, la mesure du risque lié à un débordement de la Loire et une montée des eaux, et vous considérez qu'il faut que l'eau monte à plus de 2 mètres pour que votre entreprise soit en difficulté, ou même 10 mètres, on va dire. À contrario, la conséquence d'une montée des eaux de 2 mètres sur la Loire fait qu'un certain nombre de centrales nucléaires françaises vont être en arrêt d'activité parce qu'elles ne pourront plus réaliser le refroidissement de leur cycle énergétique correctement. Donc, si vous regardez que le risque lié à l'inondation, vous n'aurez absolument pas du tout l'impact potentiel en termes de livraison d'énergie pour votre entreprise. Voilà, c'était simplement ça que je voulais vous indiquer par ce petit slide. Alors, la résilience, on en arrive effectivement à ce concept, à cette définition, la capacité de l'entreprise à résister à des crises en cascade, donc comme on l'a bien vu précédemment, et assurer ainsi la pérennité de l'activité sur le long terme. On a souvent, malheureusement, dans le passé, fait appel plutôt à la notion de résistance, qui était aussi issue du domaine scientifique comme étant la résistance des matériaux et la capacité en fait à encaisser un choc d'une certaine force. Alors que malheureusement, souvent la notion de résistance est un concept non linéaire, c'est-à-dire que votre entreprise, elle peut résister peut-être à un choc financier jusqu'à un certain niveau. Par exemple, si c'est une attaque, par exemple, sur une monnaie ou à titre d'exemple, mais à partir d'un certain seuil, votre entreprise, d'un seul coup, va être en cessation d'activité ou en partie sur une activité, alors que la notion de résilience, elle ne souhaite pas finalement bloquer ou éviter un risque. Il s'agit d'accepter le risque et d'accompagner. C'est vraiment une mécanique de judoka, d'accompagnement en fait, au lieu de bloquer une force brute qui viendrait percuter votre entreprise. Et donc, cet équilibre entre résilience et vulnérabilité va être finalement la chose que vous allez devoir mettre en place par rapport à la cartographie précédemment évoquée. Donc, en termes de politique de résilience stratégique, nous avons vu qu'on pouvait finalement associer cette résilience soit par risque, ce que j'appelle micro-résilience, ou plutôt au global. Encore une fois, prenez en compte, et c'est le gros défaut de ce que j'ai pu voir et vous montrer précédemment, c'est qu'on a un prisme très siloté où en fait chaque analyse de risque et donc chaque analyse de résilience adaptative est uniquement basée sur des risques unitaires et non pas globaux. Donc, élaborer une politique générale de résilience stratégique afin de la revoir à la lumière de chaque crise. Ça, c'est un concept extrêmement important dans le sens où, et encore une fois, Internet est votre ami, restez informés et observez ce qui se passe dans le monde et posez-vous les questions correspondantes en évoquant, par exemple, quel serait le comportement de mon entreprise si telle chose arrivait. Vous avez vu la semaine dernière, notamment les conséquences dramatiques aux États-Unis de l'hiver
rencontré au Texas, avec des gens habitués à des températures positives autour de plus 10 degrés, et aujourd'hui des tempêtes de neige avec des températures de moins 10 degrés. Aucune politique de résilience avait été mise en place. Et là, on est vraiment dans un cas extrêmement intéressant où toute résistance est impossible. Mais par contre, essayer de diminuer son exposition à ce risque et de l'accompagner pour survivre et revenir à un état normal est absolument primordial, notamment dans les risques climatiques. Résilience et diversité, résilience et agilité, ça, c'est des concepts qui vont retomber au niveau de vos collaborateurs, de vous-même et des collaborateurs, mais d'un point de vue humain, pour euh, en fait permettre de brainstormer et de fournir des idées un petit peu out of the box, hors du cadre. Et ça, c'est extrêmement important. On voit trop d'entreprises. Alors, c'est un syndrome assez français. Je ne sais pas si vous le rencontrez, vous, dans votre expérience, mais typiquement, on a trop tendance à recruter des gens de la même école, de la même université, avec le même parcours. Et si vous avez en fait un certain nombre de cadres et de cadres dirigeants trop monoblocs, en fait, vous allez éradiquer toute pensée et toute créativité de pensée, et notamment en gestion de crise, on voit les limites de cette politique de recrutement. Et ça, c'est vrai autant dans le privé que d'un point de vue institutionnel. Résilience et agilité, c'est une conséquence de la diversité, de l'interculturalité également. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais j'y crois énormément. Et vous êtes un exemple flagrant de cette ouverture et de ce multiculturalisme et de l'internationalité. Le fait d'avoir des gens de nationalités différentes, avec un prisme différent, avec des formations intrinsèquement différentes, va ouvrir votre entreprise à une plus grande autonomie et une plus grande résilience, dans le sens où vous aurez bien entendu un vivier, un terreau fertile de compétences et de réactivité et de diversité nettement plus important que si vous êtes dans un système monobloc. Résilience et intelligence émotionnelle, encore une fois, ça c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire que dans le pays de Descartes, on essaie de faire des analyses froides et distanciées, pensées, et qu'on tombe souvent dans l'émotionnel, surtout en secteur de crise, en temps de crise, et qu'il est important de revenir, alors soit revenir sur une analyse froide et scientifique, mais par contre extrapoler et bien prendre en compte la composante émotionnelle. Et c'est notamment vrai aujourd'hui et depuis déjà une dizaine, vingtaine d'années dans le monde de la finance, d'où je viens par exemple, où on a toujours pensé que le marché était efficient et froid et pas émotionnel et pas irrationnel. Et on a commencé à avoir effectivement de la finance du comportement qui permettait, de la finance comportementale, qui permettait d'expliquer certaines irrationalités du marché et expliquer sans que la science ne puisse l'expliquer, parce que derrière, on a toujours, bien entendu, de l'humain. Alors là, un petit slide intéressant et rigolo, dans le sens où il ne faut pas avoir l'impression que on manipule des concepts négatifs et que rien de positif peut émaner de cette analyse. Ce n'est pas parce que vous faites une analyse de risque que vous êtes quelqu'un de négatif, mais par contre, le fait de transformer tout risque en opportunité, la résilience de l'entreprise vous apportera ça. Donc là, j'ai pris des exemples que j'ai trouvés sur Internet, encore une fois, de ce côté, de ce surf. Alors, je tiens à rappeler que ce sont des marques qui sont données ici à titre d'illustration et d'exemple, hein. Je ne suis en aucun cas présent lié par quelques liens ou conflits d'intérêts avec ces produits et ces marques.
Donc, résilience est utilisé ici d'un point de vue marketing. Donc, dans les 4 produits qui sont, et les marques qui sont présentés ici, pour vous rappeler effectivement que l'essence même de cette discussion et de cette présentation est de transformer cette notion de risque qui peut paraître négatif en une opportunité. Alors, l'amélioration de la résilience de l'entreprise, elle passe par une planification, mais pas que. Donc, n'oubliez pas que des pays, alors je pense au Japon et je pense à l'Allemagne, qui peuvent avoir une tendance, une surtendance à la planification et à l'organisation, c'est un moyen suffisant, mais pas que. Et c'est un moyen suffisant dans un environnement totalement stable et totalement certain. Or, nous l'avons vu, on est de plus en plus face à des situations complexes de crises multiples. C'était le titre de cette présentation. Et donc, dans un environnement extrêmement volatile, vous allez devoir sortir de ce paradigme de la planification seule pour améliorer votre agilité au travail. Et ça, notamment, le socle planification est important, mais le socle agilité, et j'en parlais tout à l'heure sur les slides précédents, le fait de recréer de la créativité dans des équipes hétérogènes est extrêmement important. Sortez des analyses trop rationnelles, confrontez-vous toujours aux critiques constructives des experts de votre entreprise et aux experts extérieurs. On a vu, hein, ici, je le marque, Kodak et Nokia, des entreprises trop sûres d'elles-mêmes qui n'ont pas su voir des problématiques de marché totalement changeants et qui se sont retrouvées, alors pour Kodak, totalement mortes, et pour Nokia, dans d'extrêmes difficultés. Donc, l'optimisation a toujours été un facteur clé des ingénieurs et des dirigeants pour maximiser les marges de l'entreprise. Pensez à la résilience comme étant un gage de qualité sur le long terme. Et bien sûr, un nouveau style de management et de leadership pour forcer effectivement ce cycle d'échange et de discussion avec l'intégralité de vos collaborateurs. Donc, la résilience, un petit schéma, un petit graphique pour vous dire qu'on peut planifier des choses, notamment vous êtes créateur d'entreprise, pour ceux qui sont vraiment créateurs et qui démarrent une nouvelle aventure d'entrepreneuriat. Vous avez bien entendu des situations où les éléments extérieurs vont vous offrir des opportunités, même si ce sont des crises. Prenez-les comme telles et adaptez-vous, car je suis très ancré dans cette notion de heureux hasard qui permet des fois de découvrir des choses qu'on n'avait pas cherchées. C'est vraiment le concept de serendipity en anglais. Et travailler sur ça parce que vous ne réussirez pas à combattre contre un marché ou contre un environnement global. Donc, si il y a un courant porteur que vous n'aviez pas aimé, prenez-le et adaptez-vous et restez dans cette zone d'état d'apprentissage qui est la zone du milieu, parce que soit vous êtes dans une zone de confort où vous n'aurez pas de capacité extrêmement intéressante à renouveler votre entreprise et vous-même, et vous n'aurez pas d'apprentissage et vous allez décroître votre plasticité mentale. Et à contrario, ne cherchez pas à être dans un état trop de stress dans un environnement qui est contre nature par rapport à ce que vous souhaitiez faire initialement. En conclusion, je suis à peu près dans les temps. Pour assurer la stabilité et la survie d'une société, la résilience, donc la résistance, pardon, n'est pas toujours efficace. On l'a vu. La planification est bien, mais pas seulement, et a fortiori dans un monde
où vous vous trouvez dans un écosystème extrêmement changeant. Donc, la résilience sera pour vous, entrepreneurs, nécessaire, bien au-delà de ce concept de résistance qui était vraiment uniquement la base de travail depuis l'après-guerre jusqu'aux années 80-90. Travailler sur ça, et ce travail passera par l'innovation organisationnelle, l'échange entre les différents niveaux de hiérarchie et l'interculturalité et la diversité de vos équipes, ce qui est une notion extrêmement importante. La stratégie de compartimentalisation, elle est intéressante dans le sens où elle permet de dire il faut potentiellement isoler certains pans de l'activité, parce que dans des situations où j'ai tel fournisseur ou telle activité qui cesse, je ne mets pas en danger mon entreprise. Donc, essayez de segmenter vos process ou vos dépendances afin de garder le minimum d'opérateurs vitaux pour votre entreprise qui pourraient bloquer votre activité. Le fait de bunkeriser une entreprise pour être uniquement en mode défensif et en disant je résiste à tout risque, et la résilience, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui utile et suffisant. On l'a vu dans l'histoire, malheureusement, en France avec la ligne Maginot. On a préparé la guerre d'après avec des outils de la guerre d'avant. On l'a vu aussi avec la Grande Muraille de Chine. Donc, cette espèce de côté défensif unique ne sera pas important et suffisant dans votre entreprise aujourd'hui. Et là, c'est une petite porte ouverte pour éventuellement un jour, si nous nous recroisons, une présentation. On a parlé aujourd'hui de résilience comme étant un fait, une capacité de l'entreprise à revenir à son état initial. Pensez aussi, il y a une médiatisation avec Nassim Taleb qui est importante sur le concept d'antifragilité. Il n'y a pas que lui qui en parle, mais je pense que c'est une notion importante également pour l'entreprise, c'est-à-dire être capable de dire que chaque choc que subit mon entreprise me permet de ressortir plus fort. C'est vrai depuis très longtemps avec l'acier trempé, où on a un processus qui à chaque fois permet de rendre la matière plus forte. Pensez à cette notion d'antifragilité comme une manière de vous reconstruire à chaque choc de manière plus forte, et je serai très heureux d'échanger avec vous sur ce concept-là une prochaine fois. Je vous remercie. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez via LinkedIn avec grand plaisir, ou par mail. Merci de votre attention à tous et à toutes, et je prends les questions.